Mon mari a offert à ma sœur un forfait spa de 9 000 € et à moi un ticket de loterie à 2 €. J'ai gagné 85 millions de dollars. Et je leur ai donné une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Je m'appelle Béa. J'ai 38 ans. Et pour mon anniversaire, mon mari a offert à ma sœur un forfait spa de 9 000 € et à moi un billet de loto à 2 €. L'air de notre salon était lourd de l'odeur de gâteau à la vanille et du champagne bon marché que Julien insistait toujours pour acheter. C'était la fête de mes 38 ans, mais alors que je me tenais là, je me sentais plus comme un meuble que comme l'invité d'honneur. Depuis des années, mon anniversaire était devenu moins une célébration de ma personne et plus une scène pour que mon mari, Julien, puisse se donner en spectacle. Mon fils de 10 ans, Léo, sentant mon malaise, est resté près de moi, sa petite main une présence chaude et rassurante dans la mienne. Il était le seul à sembler se souvenir de qui était réellement la journée. La fête battait son plein lorsque ma sœur Chloé a fait son entrée triomphale. Elle était, comme toujours, élégamment en retard. Un tourbillon dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel et un nuage de parfum qui annonçait son arrivée avant même qu'elle n'apparaisse. Au moment où elle est entrée dans la pièce, tout le comportement de Julien a changé. Ses yeux, qui arboraient habituellement une expression de tolérance ennuyée à mon égard, se sont illuminés d'un éclat brillant. C'était un regard que je me rappelais d'une autre vie, de l'époque où il me le destinait. Il a pratiquement volé à travers la pièce pour l'accueillir, lui prenant son manteau et lui tendant une coupe de champagne, me laissant fixer son dos. Ma meilleure amie Camille s'est matérialisée à mes côtés, son expression un miroir parfait de mon propre tumulte intérieur. « Je ne sais vraiment pas comment tu supportes ça, Béa, a-t-elle murmuré, la voix basse. C'est comme si tu n'étais même pas dans la pièce quand elle est là. J'ai essayé de forcer un sourire, un geste que les muscles de mon visage étaient fatigués de faire. Il est juste un bon hôte, Camille. C'est sa belle-sœur. Mais l'excuse sonnait creux, même à mes propres oreilles. C'était une phrase que je me répétais depuis des années, un fragile bouclier contre une vérité que je ne voulais pas affronter. Un bon hôte n'abandonne pas sa femme le jour de son anniversaire, a-t-elle rétorqué, son regard fixé sur Julien, qui riait maintenant bruyamment de quelque chose que Chloé lui avait chuchoté à l'oreille. Ma belle-mère, Diane, s'est glissée vers eux, son visage rayonnant d'adoration pour Chloé. Oh, Chloé, ma chérie, tu es absolument magnifique. N'est-elle pas magnifique, Julien, a-t-elle roucoulé, m'ignorant complètement. Chloé avait Diane enroulée autour de son petit doigt, son charme tape à accent grave l'œil contrastant fortement avec ma fiabilité tranquille, que Diane qualifiait souvent d'ennuyeuse. Finalement, après ce qui a semblé une éternité, il était temps de couper le gâteau. Julien m'a dirigé vers la table, sa main sur mon dos ressemblant plus à un accessoire qu'à un geste d'affection. Après une étrange version de joyeux anniversaire, c'était l'heure des cadeaux. Léo a commencé, ses yeux brillants d'un amour pur et sans mélange. Il m'a tendu une petite boîte de travers, emballée dans son papier dinosaure préféré. À l'intérieur se trouvait un bracelet fait main. Les perles, un mélange chaotique mais magnifique de couleurs. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Je l'ai serré si fort qu'il a couiné, enfouissant mon visage dans ses cheveux. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue, mon chéri. Merci. C'était réel. C'était tout ce qui comptait. Camille et mes autres amis proches m'ont offert une pile de romans que je mourais d'envie de lire, un cadeau attentionné qui montrait qu'elle m'écoutait vraiment. J'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine. Puis Julien a tapé dans ses mains, faisant taire la pièce. Son sourire de showman était fermement en place. Très bien, tout le monde. C'est l'heure de l'événement principal. J'ai 2 cadeaux très spéciaux ce soir. Il s'est dirigé théâtralement vers Chloé, qui se prélassait sur le canapé. Il a sorti une élégante enveloppe argentée de la poche de sa veste avec panache. Pour ma merveilleuse, magnifique belle-sœur qui a traversé tant d'épreuves récemment et qui mérite d'être traitée comme la reine qu'elle est. Chloé a poussé un hoquet dramatique parfaitement synchronisé. Oh, Julien, grand sensible. Tu n'aurais pas dû, a-t-elle gazouillé, en déchirant l'enveloppe. Elle a brandi un épais certificat cadeau en relief. Oh mon Dieu. Un forfait d'une semaine complète retraite royale aux termes royaux d'Évian. C'est incroyable. C'est le meilleur qu'ils offrent, a annoncé fièrement Julien, bombant le torse. 9 000 €. Tu mérites chaque centime. Un silence stupéfait et inconfortable s'est abattu sur la pièce. On aurait pu entendre une mouche voler.
J'ai senti tous les yeux de la pièce se tourner vers moi. Leur regard, un mélange de pitié et de curiosité morbide. J'ai risqué un coup d'œil à mon beau-père, Henri, un homme calme et digne qui avait bâti son propre empire du bâtiment à partir de rien. Il était assis dans son fauteuil habituel, son visage un masque de pierre, mais je l'ai vu secouer la tête, un geste minuscule, presque imperceptible, de profonde déception. Puis Julien a tourné son visage rayonnant vers moi. Il s'est avancé d'un pas arrogant, a mis la main dans la poche de son pantalon et en a sorti un mince morceau de papier froissé. D'un coup de poignet, il l'a jeté sur mes genoux. Et pour la reine de la fête, a-t-il dit, en faisant un clin d'œil à nos invités, une chance de gagner le gros lot. C'était un billet de loto flash à 2 €. Qui sait, chérie, a-t-il souri avec suffisance, sa voix dégoulinant de condescendance. Peut-être que ton jour de chance est arrivé. Et, si tu gagnes, n'oublie pas notre accord. La moitié est à moi, n'est-ce pas? Quelques-uns de ses amis ont laissé échapper des rires forcés et gênés. Le silence de tous les autres était assourdissant. J'ai regardé le billet de loterie, le papier bon marché, un symbole brutal de ma valeur à ses yeux. Puis j'ai levé les yeux vers son visage souriant et inconscient. À cet instant, le barrage que j'avais soigneusement construit autour de mon cœur pendant plus d'une décennie ne s'est pas seulement fissuré, il a volé en éclats en 1 million de morceaux. J'ai senti une vague froide et creuse d'humiliation me submerger, si intense qu'il était difficile de respirer. J'ai réussi à étirer mes lèvres en un sourire, mais je savais que c'était une vision macabre. Et en soutenant son regard, je me suis fait une promesse silencieuse. C'était la dernière fois, l'absolue dernière fois que je le laisserais me faire sentir de cette façon. Cette nuit-là, le sommeil était un étranger. J'étais allongé dans notre lit, l'espace entre moi et Julien ressemblant à une vaste toundra gelée. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son sourire suffisant, j'entendais le cri ravi de Chloé. L'humiliation était une chose physique, un poids lourd qui m'oppressait la poitrine. Ce n'était pas une offense unique. C'était le point culminant d'un millier de petites coupures, d'une décennie à être considérée comme acquise, à être le socle responsable, fiable et ennuyeux sur lequel leur vie scintillante était bâtie. Mon esprit a dérivé 20 ans en arrière. J'avais 18 ans, je tenais une lettre d'acceptation pour une grande école, une bourse d'études complète serrée dans ma paume moite. C'était mon billet de sortie, ma chance d'être quelqu'un. Mais ma mère était décédée quelques années auparavant, et mon père, Michel, était dépassé, tant financièrement qu'émotionnellement. Chloé, alors une enfant gâtée de 12 ans, était son enfant en or, celle qui ne pouvait rien faire de mal. Il m'a fait asseoir dans notre cuisine exiguë, son visage marqué par l'inquiétude. « Béa », avait-il dit, sa voix suppliante. « Chloé a besoin de toi. Elle est à un âge difficile. J'ai besoin de ton aide pour maintenir la stabilité pour elle. Il m'a promis que je pourrais aller à l'université plus tard. Ce plus tard n'est jamais venu. J'ai déchiré mon avenir et j'ai trouvé un travail de comptable. Mes rêves, rangés dans une boîte poussiéreuse au grenier. Mon salaire a payé l'école privée de Chloé, ses leçons de ballet, les jeans de marque pour lesquels elle pleurait. Elle portait mes sacrifices comme une seconde peau, sans jamais dire merci une seule fois. Rencontrer Julien a semblé être un nouveau départ. Il était beau, charmant, et pendant un temps, il m'a fait sentir comme le centre de l'univers. Nous nous sommes mariés, avons acheté une maison, eu Léo. Je pensais avoir enfin construit ma propre vie. Mais l'histoire a une façon cruelle de se répéter. Julien, s'est-il avéré, était un rêveur sans sens des affaires. Ses projets d'investissement catastrophiques sont devenus une blague récurrente. Il y a eu l'application qui devait révolutionner la promenade de chiens, dans laquelle il a englouti 20 000 € de mes économies. Elle n'a jamais été lancée. Puis il y a eu l'entreprise de rénovation de maisons avec son copain, qui a fini par nous coûter 30 000 € de plus en réparation imprévue avant que nous la vendions à perte. À chaque fois, c'était moi qui faisais des heures supplémentaires, qui prenais des missions de comptabilité en freelance, qui gérait méticuleusement notre budget pour nous sortir du gouffre. Nous sommes une équipe, Béa, disait-il toujours après un échec. Nous allons nous en sortir. Mais j'étais la seule de l'équipe qui jouait vraiment. Chloé était une présence constante dans notre mariage, un fantôme à notre table, même quand elle n'était pas là. Elle appelait, pleurant à propos d'une facture qu'elle ne pouvait pas payer, et Julien lui donnait de l'argent de mon portefeuille. Quand j'ai finalement mis le holà, il m'a accusé d'être froide et peu généreuse. « C'est ta sœur. Tu ne veux pas qu'elle soit heureuse » argumenta-t-il.
Elle apporte tellement de vie dans cette maison. Ce qu'il voulait dire, c'est, elle apportait du drame et de l'excitation, un contraste frappant avec ma présence stable et prévisible. Mon beau-père était le seul à sembler voir la vérité. Henry Wilson était un homme forgé dans le courage et l'intégrité. Il a bâti son entreprise de BTP de ses propres mains et avait peu de patience pour la paresse ou le sentiment de droit. Il y a quelques années, après l'un des échecs financiers les plus spectaculaires de Julien, Henry m'avait emmené déjeuner. Il m'avait regardé par-dessus sa tasse de café, ses yeux gentils mais perçants. « Je sais que mon fils a la tête dans les nuages, Béa, avait-il dit. Mais toi, tu es le ciment qui maintient cette famille unie. Ton travail, tes sacrifices, ils ne passent pas inaperçus. Ne laisse jamais personne te faire sentir qu'ils ne le sont pas. » Ces mots étaient un baume pour mon esprit blessé, une rare reconnaissance de ma valeur. Je me suis accroché à ce souvenir maintenant, une minuscule lueur dans l'obscurité écrasante. Il me voyait, dans une famille déterminée à me rendre invisible. Il me voyait. Le matin après la fête, l'humiliation s'était consumée, laissant derrière elle un noyau de rage glaciale. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai agi. Je suis allé sur mon ordinateur portable et j'ai ouvert nos comptes bancaires communs. Mes mouvements étaient précis et méthodiques. La première chose que j'ai vue était le relevé de carte de crédit. C'était là, noir sur blanc, un débit en attente de 9 000 € aux termes royaux d'Évian. Mon souffle s'est coupé. Il l'avait fait sans un instant d'hésitation. Puis, avec un sentiment de terreur froide, j'ai cliqué sur l'onglet du plan d'épargne de Léo. C'était un compte que j'avais ouvert le jour de sa naissance, sur lequel j'avais fidèlement déposé une partie de chaque chèque de paie. Le solde était de 5 000 € inférieur à ce qu'il était la semaine dernière. Un retrait daté de 3 jours avant mon anniversaire. Un nœud de glace s'est formé dans mon estomac. Il avait volé notre fils. Il avait volé l'avenir de Léo pour acheter un cadeau à sa maîtresse. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'ai marché jusqu'au salon, mon téléphone à la main, mon corps tremblant d'une fureur si profonde qu'elle semblait vouloir me fendre en deux. Julien était sur le canapé, faisant défiler son téléphone, inconscient. Je me suis tenu devant lui, bloquant la télé. « Explique-moi ça », ai-je dit. Ma voix était étrangement calme, dépourvue de toute émotion. Il a jeté un coup d'œil à l'écran de mon téléphone et a eu l'audace de ricaner. « Oh, allez, Béa. C'est notre argent. Quel est le problème ? Tu as pris 5 000 € du plan d'épargne de Léo, ai-je dit, chaque mot un éclat de verre. Il a jeté son téléphone et s'est levé d'un bond, son visage devenant instantanément rouge et défensif. Je le rembourserai. Mon Dieu, tu es toujours si hystérique à propos de l'argent. C'est tout ce à quoi tu penses. Chloé apporte de la joie et de l'excitation dans nos vies. Toi, tu n'apportes que des feuilles de calcul et du stress. C'est ma sœur, ai-je hurlé, le barrage de mon sang-froid se rompant enfin. Et tu es mon mari. Cet argent était pour l'avenir de notre fils, un avenir que j'ai travaillé toute ma vie à assurer. Tu fais juste ce qu'une femme est censée faire, a-t-il craché, son visage contorsionné en un rictus laid. C'est ton travail. Chloé est spéciale. Elle mérite de belles choses. Toi, tu n'es que toi. L'insulte, si désinvolte et cruelle, a atterri comme un coup de poing dans le ventre, me coupant le souffle. J'ai reculé, ma vision se brouillant. À ce moment précis, mon téléphone a vibré dans ma main. Un message texte. C'était de Léa Martin, une collègue discrète de mon cabinet comptable. Mon doigt a tremblé en l'ouvrant. Béa, je suis tellement désolé de faire ça par texto. J'ai longuement hésité. À la fête de Noël du bureau le mois dernier, j'ai vu Julien et Chloé sur le parking. Je pensais que tu devais savoir. Ils s'embrassaient. C'était plus qu'un baiser amical. Le téléphone m'a glissé des mains et a heurté le sol. Tout était vrai. Les attouchements prolongés, les sourires secrets, les nuits tardives que Julien prétendait être des dîners de clients. Tout n'était qu'un mensonge. Une liaison de 2 ans, une toile de tromperie tissée pendant que je payais les factures, élevait notre fils et croyait faire partie d'une équipe. Je me suis retourné et j'ai couru vers la cuisine, un sanglot étranglé s'échappant de mes lèvres. Mes yeux sont tombés sur le billet de loterie sur le comptoir, un symbole pathétique de la blague qu'était devenue ma vie. Dans une vague aveugle de douleur et de rage, je l'ai attrapé, l'ai chiffonné en une boule serrée et furieuse, et l'ai jeté dans la poubelle où il a atterri doucement sur un lit de marque de café et de coquilles d'œufs.
C'était fini. Tout était fini. Et alors que je m'effondrais sur le sol, le carrelage froid contre ma joue, j'ai senti une nouvelle résolution se durcir dans mon cœur. Ils pensaient que j'étais une blague. Ils allaient découvrir à quel point ils avaient tort. Les 3 jours suivants furent un flou de silence vide. J'ai déplacé mes affaires dans la chambre d'amis, créant une frontière physique dans une maison qui ressemblait soudainement à un territoire ennemi. Julien et moi étions des fantômes l'un pour l'autre. Notre rage inexprimée, une troisième présence dans la maison. Je mangeais à peine. Je dormais à peine. Je fonctionnais à l'adrénaline pure et à un sentiment brûlant d'injustice. J'ai appelé la meilleure avocate spécialisée en divorce que Camille m'avait recommandée, une femme nommée Maître Dubois, et un feu s'est allumé en moi. Au téléphone, je n'étais plus une épouse en pleurs. J'étais une experte comptable judiciaire exposant un dossier. Ma voix était stable tandis que je détaillais des années de mauvaise gestion financière et d'abus émotionnels. La 3e nuit, j'étais assise seule dans le salon sombre, la lumière bleue de la télévision en sourdine vacillant sur mon visage. J'essayais de calmer mon esprit agité lorsque les nouvelles locales ont commencé leur diffusion nocturne. Et maintenant, les numéros gagnants du loto, a dit joyeusement la présentatrice. Je ne prêtais pas attention, mais les numéros flottaient dans l'air, un par un. Un numéro que je reconnaissais. Puis un autre. Une étrange sensation de picotement a parcouru mes bras. C'étaient les numéros de l'anniversaire de Léo. Des numéros que je jouais pour m'amuser il y a des années. Des numéros dont j'avais parlé à Julien. C'était une pensée folle, impossible. Une lueur de folie dans mon chagrin, mais elle a pris racine. Mon cœur a commencé à battre frénétiquement, douloureusement contre mes côtes. Je me suis déplacé comme en transe, me glissant dans la cuisine sombre. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine ouvrir la porte du placard sous l'évier. J'ai fouillé dans la poubelle, l'odeur de café rassis emplissant mes narines. Mes doigts ont effleuré la boule de papier humide et froissée. Je l'ai sortie, mon souffle se coupant dans ma gorge. Avec des mains tremblantes, j'ai lissé le billet taché et ridé sur le comptoir propre. L'encre était légèrement floue, mais les numéros étaient clairs, sans équivoque. Ils correspondaient tous. Chacun d'entre eux. Le gros lot, 85 millions d'euros. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas évanoui. Un calme glacial et bizarre s'est abattu sur moi, vif et clair comme du verre. J'ai pris une photo du billet, puis une autre. Je suis allé au petit coffre-fort ignifuge caché au fond de mon placard, celui que Julien supposait ne contenir que de vieux passeports. J'ai placé le billet à l'intérieur, une relique sacrée. Ce n'était pas une aubaine. C'était une arme. C'était la justice. Le lendemain matin, je me suis habillé avec détermination. J'ai conduit jusqu'au siège de la Française des Jeux à Paris, un trajet de 2 heures que j'ai fait en pilote automatique. Je me suis assise en face d'un bureau stérile, face à une femme nommée Jeanne Moreau. Elle avait un visage aimable, mais des yeux professionnels qui ne manquaient rien. Elle a examiné le billet avec une petite loupe, puis l'a scanné sous une lumière spéciale. « Eh bien, Madame Wilson », a-t-elle finalement dit, levant les yeux avec un sourire mesuré. « Je peux confirmer que cela semble être un billet gagnant valide. Félicitations. » Elle a expliqué les étapes suivantes. Nous aurons besoin de 48 heures pour terminer le processus de vérification complet. Je vous conseille vivement de parler immédiatement à un conseiller financier et à un avocat réputé. Et pour votre propre sécurité, s'il vous plaît, ne dites rien à personne jusqu'à ce que le prix soit officiellement réclamé. J'ai hoché la tête, mon visage un masque soigneusement composé. Je comprends parfaitement. Je ne le dirai à personne, pas même à Camille. C'était mon secret, mon pouvoir, mon premier coup dans un jeu dont il ne savait même pas que je jouais. Pendant 2 jours, j'étais un fantôme. Mon esprit, une calculatrice tourbillonnante de stratégie et de vengeance. Mais j'avais sous-estimé leur avidité et leur réseau. La nouvelle n'est pas venue de moi. Elle est venue d'une fuite. Une employée subalterne de la commission, une cousine éloignée de la meilleure amie de Chloé, n'avait apparemment pas pu tenir sa langue. Mon téléphone a sonné, l'identifiant de l'appelant affichant le nom de Julien. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis un texto. « Béa, appelle-moi maintenant. Je sais que tu as gagné. » Puis un autre. « N'essaie même pas de m'écarter de ça. » Quelques instants plus tard, des coups furieux ont retenti à ma porte d'entrée.
J'ai ouvert pour trouver Julien et Chloé, leur visage rouge et tordu par un mélange de rage et d'extase. Tu as gagné, a crié Julien, me bousculant pour entrer dans la maison. Il vibrait d'une énergie maniaque. Tu as vraiment gagné. Nous sommes riches, Béa. Nous sommes riches. Chloé était juste derrière lui, ses yeux balayant notre modeste maison comme si elle planifiait déjà la démolition. Je n'arrive pas à croire que tu n'allais pas nous le dire, a-t-elle ricané, sa voix dégoulinant de venin. Je te l'ai dit à la fête, la moitié est à moi, a dit Julien, pointant un doigt sur mon visage. C'était un contrat verbal. Tout le monde m'a entendu. Nous avons des témoins. C'est exact, a ajouté Chloé, croisant les bras. Si tu essaies de tout garder pour toi, nous te poursuivrons en justice jusqu'à la ruine. Nous dirons au monde entier à quel point tu es égoïste et avide. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. L'assaut sur les réseaux sociaux a commencé cet après-midi-là. C'était une attaque coordonnée et vicieuse. Julien a écrit une longue et incohérente histoire larmoyante sur Facebook à propos de sa femme trompeuse et instable qui tentait de voler l'avenir de leur famille. Il s'est présenté comme le mari travailleur qui m'avait offert le billet d'or pour ensuite être trahi. Chloé, une véritable artiste de la manipulation, a publié une vidéo de style selfie en larmes sur Instagram. Je ne comprends tout simplement pas comment ma propre sœur a pu faire ça, sanglotait-elle, le mascara coulant sur ses joues. Elle a toujours été si jalouse de moi, et maintenant elle utilise cet argent pour essayer de me détruire, ainsi que ma relation avec son mari. C'était un chef-d'œuvre de mensonge conçu pour me faire passer pour un monstre. Et ça a marché. Les commentaires ont afflué par centaines. Des amis que je connaissais depuis une décennie publiaient des choses comme « Waouh, Béa, je n'ai jamais su que tu étais comme ça ». Des inconnus m'insultaient de tous les noms. Ils avaient transformé mon humiliation privée en une exécution publique. J'ai éteint mon téléphone, le poids de tout cela m'oppressant. Je pensais avoir touché le fond, mais ils venaient de me donner une pelle en me disant de continuer à creuser. L'attaque en ligne était implacable. Mon téléphone est devenu un réceptacle de haine, vibrant de notifications de personnes que j'avais considérées comme des amis, agissant maintenant comme juge et jury devant le tribunal de l'opinion publique. Julien et Chloé étaient brillants dans leur cruauté, élaborant un récit si convaincant que même moi, j'ai commencé à douter de ma propre santé mentale. Je me sentais isolé, enseveli sous une avalanche de mensonges. C'est alors qu'Henri a appelé. Sa voix, calme et résolue, a percé le bruit. « Béa » a-t-il dit, sans préambule. « Éteins ton ordinateur. Ne réagis pas. Ne réponds pas, retrouve-moi au café près du vieux palais de justice dans 1 heure. Nous allons régler ça. » Quand je l'ai vu, il avait l'air plus âgé, les rides autour de ses yeux plus profondes. Mais son regard était fixe. « J'ai profondément honte de mon fils » a-t-il dit, sa voix un grondement sourd. Et j'ai été un lâche de garder le silence. Cela s'arrête maintenant. Il a poussé un épais dossier sur la table. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des confirmations de virement, des factures de cartes de crédit. Julien a systématiquement détourné des fonds de l'entreprise familiale depuis plus d'1 an, a expliqué Henri, sa voix empreinte de dégoût. De petites sommes, puis de plus grandes, les acheminant directement à Chloé. Il a financé toute sa vie avec de l'argent volé. L'héritage de la famille de sa mère, disparu. Ma réputation, ternie. J'ai regardé les papiers, la preuve d'une trahison encore plus profonde que je ne l'avais imaginé. Ceci, a dit Henri en tapotant le dossier, est pour les avocats. Mais d'abord, nous les combattons sur leur propre terrain. Ce soir-là, Henry Wilson a publié sur Facebook. Ce n'était pas une diatribe en colère. C'était une classe de maître en démolition contrôlée. Il a écrit sur les valeurs sur lesquelles il a bâti son entreprise, l'intégrité, la loyauté et le travail acharné. Il a décrit ma fête d'anniversaire avec la mémoire précise d'un ingénieur, détaillant comment le billet de loterie a été présenté comme une blague, une pensée après coup au cadeau extravagant offert à Chloé. Il a écrit sur son admiration pour mes années de sacrifices silencieux, sur la façon dont j'avais maintenu la famille unie pendant que Julien poursuivait des rêves insensés. Il a conclu, le caractère d'un homme n'est pas défini par l'argent qu'il a, mais par la façon dont il traite ceux qui lui ont tout donné. Sur ce point, j'ai échoué en tant que père. Mais je n'échouerai pas dans mon devoir de voir la vérité révélée. L'effet a été instantané. Sa publication est devenue virale dans notre communauté. Des chefs d'entreprise, des élus locaux,
de vieux amis de la famille, tous l'ont partagé, ajoutant leurs propres commentaires de soutien à Henri et à moi. Le récit a commencé à changer, lentement au début, puis comme un raz-de-marée. Ma belle-mère, Diane, et mon propre père, Michel, m'ont appelé, hurlant que je déchirais la famille, mais leur voix était faible face au cœur grandissant de la vérité. Mon avocate, Maître Dubois, était brillante. Voyant le spectacle public, elle a organisé pour que je réclame le prix non pas dans un bureau tranquille, mais lors d'une conférence de presse officielle. Ils veulent un spectacle, avait-elle dit avec un sourire acéré. Nous allons leur donner un spectacle qu'ils n'oublieront jamais. Le jour de la conférence de presse, j'ai ressenti une étrange transformation. En enfilant le tailleur bleu marine que Camille m'avait aidé à choisir, je n'étais plus l'épouse endeuillée. J'étais un général se préparant au combat. La salle était une frénésie de flashs d'appareils photo et de journalistes criants. Je me suis dirigé vers le podium, Maître Dubois d'un côté, Jeanne Moreau de la loterie de l'autre. Au moment où Jeanne commençait à parler, les portes latérales se sont ouvertes brusquement. Julien et Chloé, leurs visages tordus de rage, ont fait irruption. C'est une fraude. C'est notre argent, a hurlé Chloé, pointant un doigt tremblant vers moi. Nous avions un contrat. Elle vole sa famille, a beuglé Julien, essayant de se frayer un chemin à travers la foule de photographes. Les gardes de sécurité se sont immédiatement déplacés pour les intercepter, mais j'ai levé une main. Tout va bien, ai-je dit dans le microphone. Ma voix, amplifiée, a rempli la salle, coupant à travers le chaos. Un silence est tombé. Laissez-les rester. Il est important que tout le monde voie cela. Les gardes ont hésité, puis ont reculé. Julien et Chloé sont restés là, haletants, pris dans le projecteur soudain et aveuglant. J'ai ignoré le chèque de cérémonie géant et me suis tourné vers les caméras, mon cœur battant à un rythme fort et régulier. Je m'appelle Bea Wilson, ai-je commencé, ma voix claire et inébranlable. Au cours de la semaine dernière, mon mari Julien et ma sœur Chloé ont raconté une histoire en ligne. Ils ont utilisé des mots comme avide, égoïste et voleuse pour me décrire. J'ai fait une pause, laissant mes yeux balayer la pièce jusqu'à ce qu'ils se posent sur eux. Et je suis ici aujourd'hui pour vous dire qu'ils n'ont pas entièrement tort. Je suis, en fait, incroyablement avide. Un murmure confus a parcouru l'auditoire. J'ai vu un éclair de triomphe suffisant sur le visage de Julien. Je suis avide d'un avenir pour mon fils, ai-je continué, ma voix s'élevant avec puissance. Un avenir que son propre père était prêt à voler de son plan d'épargne pour financer une liaison. Je suis avide de mon propre respect, que j'ai bêtement laissé s'éroder pendant 12 longues années. Et oui, je suis avide d'un monde où les femmes qui sacrifient tout pour leur famille sont considérées comme des partenaires, pas comme des paillassons. J'ai laissé les mots flotter dans l'air avant de porter le coup de grâce. Ce billet de loterie m'a été donné comme une humiliation publique. Aujourd'hui, je le transforme en un service public. C'est pourquoi j'annonce la création de la Fondation Bea Wilson pour les femmes indépendantes. Je la dote d'un investissement initial de 10 millions d'euros pour fournir des subventions, une aide juridique et des conseils financiers aux mères célibataires et aux femmes qui échappent à des situations de violence domestique et financière. La salle a explosé. Le son était assourdissant. Un rugissement d'applaudissements, des acclamations et le cliquetis frénétique d'une centaine d'appareils photo. À ce moment, Henri a traversé calmement la foule et s'est tenu à mes côtés, posant une main ferme et protectrice sur mon épaule. C'était un vote de confiance silencieux et inébranlable, une image qui ferait la une de tous les journaux locaux. J'ai regardé Julien et Chloé. Ils étaient figés, leurs visages livides. Ils n'avaient pas seulement perdu l'argent. Ils avaient été exposés, leur drame mesquin et égoïste complètement anéanti par un acte de générosité provocante qu'ils ne pouvaient absolument pas comprendre. Ils avaient été effacés de mon histoire, réduits à rien de plus que le catalyseur l'ait oublié pour que ma vraie vie commence. La semaine qui a suivi la conférence de presse a été marquée par des actions rapides et décisives. L'histoire était devenue régionale, et Julien et Chloé étaient désormais tristement célèbres. Leurs pages de réseaux sociaux, un désert de commentaires haineux. Leurs menaces de procès sont devenues la risée de tous. Ils avaient perdu devant le tribunal de la loi avant même d'avoir déposé une plainte et, plus important encore, devant le tribunal de l'opinion publique. Mon avocate, Maître Dubois, a programmé une dernière réunion. Ce n'était pas une négociation. C'était une reddition. La leur, pas la mienne. Je lui ai demandé de l'organiser dans son impressionnant bureau du centre-ville,
Un lieu de bois sombre et de tapis épais qui absorbait tout son, un lieu où il n'y avait pas de place pour l'hystérie. Julien est arrivé le premier, l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis une semaine. Sa démarche arrogante avait disparu, remplacée par un affaissement désespéré et pathétique. Il a tenté de faire appel à une sentimentalité que je ne possédais plus. « Béa, s'il te plaît » a-t-il gémi, tendant la main vers la mienne, que j'ai retirée. Pense à Léo. Il a besoin de sa famille. J'ai fait une terrible erreur. J'ai été un imbécile. Je t'aime. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai ressenti une étonnante sensation de vide. L'espace en moi qui avait contenu l'amour, la colère et la douleur pour lui était maintenant juste un vide calme et paisible. Léo a besoin d'une mère heureuse et respectée, Julien, ai-je dit. Ma voix était aussi calme et froide que le plateau de marbre entre nous. Pas d'une martyre. Maître Dubois, sur un signal, a fait glisser un épais document relié sur la table. Il a atterri devant lui avec un bruit sourd et final. Ce sont les papiers du divorce, ai-je expliqué. La répartition des biens est équitable, basée sur ce que nous avions avant ma bonne fortune. Ce n'est pas négociable. Ce deuxième dossier, elle en a fait glisser un autre, contient les preuves de votre détournement de fonds de l'entreprise de votre père et les retraits du plan d'épargne de Léo, compilés par les propres experts comptables judiciaires d'Henri. Nous pouvons ajouter cela à la procédure de divorce, où vous pouvez signer les papiers aujourd'hui et partir tranquillement. Le choix vous appartient. La couleur a quitté son visage. Il a regardé les dossiers, puis mes yeux inébranlables et a su qu'il était complètement échec et mat. Il a pris le stylo. Le rendez-vous de Chloé était 1 heure plus tard. Elle a essayé une tactique différente. Les larmes. Elle était habillée simplement, son maquillage maculé. Une image de remords étudiée. Ma grande sœur me manque, a-t-elle pleuré, sa voix se brisant. Julien nous a manipulés toutes les deux. Il a tout déformé. J'étais si perdue et confuse. S'il te plaît, Béa, ne jette pas notre famille. Je veux juste retrouver ma sœur. J'ai écouté patiemment jusqu'à ce qu'elle ait épuisé sa performance. Puis j'ai poussé un simple cahier à spirale sur la table. Ce n'était pas un document légal. C'était le registre que j'avais compilé, détaillant chaque euro qu'elle m'avait emprunté au cours des 12 dernières années. Le total final dépassait largement les 6 chiffres. Ça, Chloé, c'est notre famille, ai-je dit en tapotant la couverture. Ça n'a jamais été une sororité. C'était un arrangement commercial où je fournissais le capital et toi le drame. Cette entreprise est maintenant dissoute. J'ai ensuite fait glisser une brochure brillante à côté du cahier. C'était pour une série d'ateliers sur l'indépendance financière et la planification de carrière. Le premier acte officiel de la fondation a été de parrainer un bloc de place pour les femmes locales dans le besoin, ai-je dit. J'en ai réservé une pour toi. Considère-le comme mon dernier paiement de départ. C'est la dernière chose que tu recevras de moi gratuitement. Ses larmes ont séché instantanément, ses yeux se rétrécissant avec le ressentiment reptilien familier que je connaissais si bien. Je me suis levé, lissant ma veste de tailleur. Maître Dubois se chargera de toute communication ultérieure. Je suis sorti de cette pièce étouffante. Le clic de la lourde porte en chaîne derrière moi était le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. Ma nouvelle vie n'a pas attendu 1 an pour commencer. Elle a commencé à la seconde où cette porte s'est fermée. Léo et moi avons déménagé 2 semaines plus tard. Nous avons trouvé une maison dans une rue calme bordée d'arbres à 300 km de là, dans une ville où nous n'étions qu'une mère et un fils qui recommençaient à zéro. Nous avons peint sa chambre d'un bleu joyeux et avons passé un samedi entier au refuge local jusqu'à ce qu'un golden retriever un peu fou avec des oreilles dépareillées nous choisisse. Je l'ai appelé Max. Je n'ai pas eu besoin de bloquer les numéros de Julien et Chloé. J'en ai simplement pris un nouveau. Le seul appel que j'attendais avec impatience était celui d'Henri. Chaque dimanche, il me demandait des nouvelles des matchs de football de Léo et me parlait de ses sorties de pêche. Il est devenu le père que je n'avais jamais vraiment eu. La fondation Béa Wilson est devenue mon cœur et mon âme. J'y ai mis toute mon énergie, pas seulement mon argent. J'ai embauché une petite équipe de femmes brillantes et passionnées, et nous avons travaillé sans relâche. J'ai trouvé un nouveau but dans les lettres et les appels que nous recevions quotidiennement. Nous avons aidé une jeune mère à obtenir une ordonnance de protection et à trouver un appartement sûr. Nous avons accordé une subvention à une femme de 50 ans qui voulait retourner à l'école pour devenir assistante juridique.
Nous ne donnions pas seulement des aumônes, nous donnions aux femmes les outils pour reconstruire leur propre vie. Environ 6 mois après le début de notre nouvelle vie, Camille a appelé, sa voix pétillante de nouvelles. « Tu ne vas pas le croire », a-t-elle dit. Julien a fait faillite. Henri l'a obligé à tout vendre pour rembourser l'entreprise. Il vit dans un minuscule appartement au-dessus d'un garage. Et Chloé, elle travaille comme hôtesse dans une grande brasserie parisienne. Son nouveau petit ami riche l'a largué à la seconde où il a réalisé que la banque de Béa était définitivement fermée. J'ai écouté et une version plus jeune de moi aurait pu ressentir un frisson de victoire, mais tout ce que j'ai ressenti, c'était un profond sentiment de distance. Leur vie, leur choix, n'avaient plus rien à voir avec moi. C'étaient des personnages dans un livre que j'avais fini de lire depuis longtemps. Ma vie était ici. Elle était dans le clic satisfaisant de mon clavier lorsque j'approuvais une nouvelle subvention. Elle était dans le sourire fier sur le visage de Léo quand il ramenait un 20-20 à son projet de science. Elle était dans les ronflements heureux de Max au pied de mon lit la nuit. Pour mon 39e anniversaire, nous avons fait une petite fête dans notre nouveau jardin. Juste moi, Léo, la famille de Camille et Henri. Nous avons mangé de la pizza et du gâteau à la crème glacée. Au coucher du soleil, Léo m'a donné mon cadeau. C'était un dessin encadré de moi, de lui et de Max. Devant notre nouvelle maison. En bas, il avait écrit « À la maison avec mon héroïne ». Aujourd'hui, mon bureau est mon sanctuaire. Sur le mur, dans un simple cadre noir, est accroché ce billet de loto à 2 €. Ce n'est pas un trophée célébrant une victoire. C'est un reçu, la preuve d'achat de ma liberté. Mon téléphone vibre avec un email. C'est une autre histoire de réussite d'une de nos bénéficiaires de subvention. Je souris, le cœur plein. C'est un jackpot qu'aucune somme d'argent ne peut acheter.